La physiologie du gros intestin. Les selles traversent les intestins par des mouvements de mélange et de propulsion. Pendant ce processus a lieu l'absorption et la sécrétion des substances. Avant de procéder à la présentation de ce qui constitue la physiologie du gros intestin, il est nécessaire de rappeler que nous nous référons ici spécifiquement à la section finale du tube digestif. Elle se compose des parties suivantes, cæcum, côlon, rectum et canal anal. En bref, elle constitue la partie la plus large et la plus courte du tube digestif. La fonction du gros intestin est l'absorption de l'eau et des électrolytes, d'une part, qui est effectuée par la moitié la plus proximale. Et d'autre part, le stockage de la matière fécale jusqu'à son expulsion, qui est effectué par la moitié la plus distale. Ces fonctions n'exigent pas que les mouvements péristaltiques effectués par le côlon soient aussi intenses que dans les sections précédentes. En fait, ils sont lents et doux, paresseux. Malgré tout, les mouvements du côlon ont des caractéristiques similaires à celles de l'intestin grêle. Péristaltisme. Ce terme de péristaltisme est utilisé pour désigner l'ensemble des mouvements de contraction du tube digestif. Il permet de réaliser le déplacement de la matière fécale vers l'anus. En d'autres termes, ce sont les mouvements de propulsion intestinale. Physiologie du gros intestin, mouvements du côlon. Comme dans l'intestin grêle, les mouvements du côlon peuvent être divisés en mouvements de mélange et de propulsion. Les mouvements de mélange s'expliquent par la contraction combinée des muscles circulaires et longitudinaux du côlon. Cela provoque que la partie non stimulée du côlon dépasse vers l'extérieur sous la forme de bosselures appelées ostrations. Quelques minutes plus tard, le processus est répété à un endroit voisin, de sorte que la matière fécale avance comme si on trayait le gros intestin. De cette façon, toutes les matières fécales sont exposées à la paroi intestinale, facilitant ainsi l'absorption hydroélectrolytique. Les mouvements de propulsion dépendent des mouvements de masse. Il s'agit d'un type de péristaltisme modifié qui fait qu'un segment du côlon agit comme une seule unité et pousse la matière fécale vers l'avant. Ces mouvements se produisent 3 fois par jour et durent environ 30 minutes à chaque fois. Comment débutent ces mouvements? Les mouvements de masse se produisent en réponse au ballonnement de l'estomac et du duodénum, réflexe gastrocolique et réflexe duodénocolique. D'autres fois, en réponse à une irritation, comme c'est le cas chez les patients souffrant de colite ulcéreuse. Rôle de la valvule iléocécale. La valvule iléocécale empêche le retour des selles vers l'iléon une fois qu'elles ont atteint le côlon. Ceci est dû au fait que le degré de contraction du sphincter iléus calcaire et le péristaltisme de l'iléon sont soumis au réflexe du cæcum. Lorsque la paroi du cæcum est distendue, des signaux sont émis qui augmentent la contraction du sphincter et inhibent le péristaltisme intestinal. Que se passe-t-il lorsque les processus sont altérés? D'une manière générale, une motilité intestinale excessive entraîne une diminution de l'absorption des substances et l'apparition de diarrhée ou de selles molles. Un défaut de la motilité intestinale entraîne une absorption accrue des substances et l'apparition de selles dures. Elles sont responsables de la constipation. Physiologie du gros intestin, réflexe de défécation. L'expulsion des selles est due aux réflexes intestinaux de défécation, le réflexe intrinsèque, transmis par le système nerveux entérique du rectum, en lui-même trop faible, le réflexe parasympathique porté par les fibres des nerfs pelviens et qui agit comme renfort. Comment cela se passe? L'arrivée des selles au rectum provoque une tension sur sa paroi, ce qui envoie des signaux afférents à travers le plexus maille-entérique. En réponse à cela, des ondes péristaltiques sont déclenchées du côlon vers le haut rectum et poussent les selles dans l'anus. Le plexus maille-entérique émet des signaux inhibiteurs qui détendent le sphincter anal interne, de sorte que lorsque l'onde péristaltique atteint l'anus, les selles continuent d'avancer. Le relâchement du sphincter anal externe se fait de manière consciente. D'autre part, lorsque les fibres nerveuses de l'anus sont stimulées, des signaux afférents sont émis vers la moelle épinière. Ceux-ci reviennent à travers les fibres nerveuses parasympathiques des nerfs pelviens. Ils stimulent le péristaltisme et aident à détendre le sphincter anal interne. Physiologie du gros intestin, sécrétion de substances. Quelles substances sont sécrétées? Dans le gros intestin, seul du mucus contenant des quantités modérées d'ion bicarbonate, pH plus grand que 8, est sécrété.
La sécrétion de ce mucus est assurée par les cellules muqueuses de la paroi intestinale et les cellules muqueuses trouvées dans les cryptes de l'hybercune, glande tubulaire simple de l'intestin grêle. La sécrétion de bicarbonate est produite par des cellules épithéliales autres que les muqueuses et est responsable du pH alcalin du mucus. Comment est-il produit? La sécrétion de mucus est principalement déclenchée par la stimulation directe des cellules muqueuses, si bien que celle-ci augmente en réponse à la stimulation des nerfs pelviens, parasympathique innervation. Quel est son but? Le mucus sécrété a trois fonctions. S. Protège la paroi intestinale contre les éventuelles abrasions et les acides fécaux. Le pH du mucus est plus grand que 8 par les ions bicarbonate. Garde les selles compactes. Protège l'intestin de l'activité bactérienne. Physiologie du gros intestin. Absorption des substances. Environ 1500 ml de sel arrivent chaque jour dans le gros intestin. La plupart de l'eau et des électrolytes qu'il contient sont absorbés principalement dans la moitié proximale du côlon, de sorte que les sels expulsés contiennent seulement environ 100 ml d'eau et entraînent 5 mEq d'ions sodium et chlore. Comment les substances sont-elles absorbées? Le sodium est absorbé par transport actif au moyen de l'échangeur NaH. Grâce au gradient de charge positive qui en résulte, une partie des ions de chlore est entraînée passivement dans les cellules. Les ions de chlore restants sont absorbés par échange avec des ions bicarbonate. Le potassium ainsi que d'autres ions, comme le calcium ou le magnésium, sont également absorbés dans l'intestin par transport actif. Les articulations entre les cellules du gros intestin sont beaucoup plus étroites que dans les autres parties du tube digestif. Cela évite la diffusion rétrograde des ions et permet une absorption beaucoup plus complète du sodium.